Donc bonjour, chapitre 21, optimisation d'une étape de synthèse. Donc dans cette leçon, on va voir ce que signifie synthèse d'une espèce chimique en chimie organique. On va revoir un petit peu tout ça, le rendement et comment obtenir. Donc quand on fait une synthèse, on souhaite fabriquer une nouvelle espèce chimique et comment en obtenir le maximum, c'est-à-dire comment avoir un rendement élevé. Donc on va revoir la notion de rendement et comment améliorer le rendement. Alors, donc on commence. Alors, quelques rappels, parce qu'on va voir quand on fait une synthèse, on peut avoir des réactions rapides, mais des réactions lentes. Alors, on peut aussi avoir des réactions limitées et totales. Voilà, on peut avoir un petit peu de tout. Alors, petit rappel donc sur l'augmentation de la vitesse de formation d'un produit. Donc, bon, ça, on a vu. Donc, on utilise les facteurs cinétiques, les paramètres qui permettent d'accélérer la réaction. Donc, deux paramètres à connaître. Quand la température des réactifs augmente, la vitesse de réaction augmente. Voilà, donc ça, les facteurs cinétiques, donc augmentation de la température et augmentation de la concentration des réactifs. Voilà. Alors, donc quand on fait des réactions en chimie organique, parce que bon, cette leçon, elle est liée quand même à la chimie organique. Donc quand on fait des réactions en chimie organique, alors ce que j'appelle réaction en chimie organique, c'est des réactions qui mettent en jeu des molécules qui contiennent principalement des atomes de carbone, hydrogène et oxygène. Alors, donc souvent, on a affaire à des réactions lentes, donc il faut chauffer. Alors, pour ça, on fait un montage qui s'appelle montage pour chauffage à reflux qu'il faut connaître. Voilà, ce montage-là, il faut le connaître. Alors ça, on le fera, on fera un TP là-dessus. Donc voilà, il faut connaître ce montage. Donc d'abord, dans le ballon, là, ici, donc le milieu réactionnel. Donc je vais la légende, le milieu réactionnel. Alors dans le milieu réactionnel, dans les diverses espèces chimiques liquides que l'on mélange, on met des petits grains de pierre ponce pour avoir une ébullition régulière, parce que les bulles se forment bien sur les pierres ponces, sur les aspérités, et elles ne se forment pas bien dans le ballon. Donc sans les pierres ponces, on a une ébullition irrégulière, un peu chaotique, ça peut être un peu dangereux. Donc on met les pierres ponces pour avoir une ébullition régulière, les bulles se forment sur les aspérités, c'est parfait. Donc pierre ponce. Alors donc oui, l'élévateur, ici pierre ponce, le ballon, ici le ballon. Alors ici, donc comment ça fonctionne? Donc on fait, donc ici, alors j'ai pas précisé, ça je l'ai pas précisé, j'aurais dû chauffe ballon ici. Donc on fait chauffer le milieu réactionnel. Le milieu réactionnel se met à bouillir. Les vapeurs montent. Alors si on fait rien, les vapeurs montent et s'en vont dans l'atmosphère. Donc ce qu'il faut, c'est les condenser, recondenser les vapeurs pour qu'elles retombent dans le milieu réactionnel. Et bien pour ça, on entoure ce tuyau-là d'un autre tuyau qui est rempli d'eau froide. Voilà, on appelle ça un réfrigérant vertical. Donc là, c'est l'arrivée d'eau froide. Voilà. Cette eau froide, elle est tout autour du tuyau. Donc du coup, les vapeurs chaudes ici rencontrent les parois froides, elles se condensent et ça retombe. Et donc là, ça on appelle ça un réfrigérant vertical, réfrigérant. Et là, c'est la sortie de l'eau. Voilà, donc ce montage à connaître. Alors chauffe-ballon en plus, ici, il faut rajouter. Et bien sûr, donc aussi, on augmente la concentration des réactifs, c'est un facteur cinétique. En plus de ça, pour augmenter davantage, on utilise un catalyseur. Voilà. Donc ça en rouge à savoir. Alors, l'objectif de la leçon, c'est augmenter le rendement. Mais avant de parler de l'augmentation du rendement, il faut que je parle du rendement, mais avant de parler du rendement, quand même, il faut que je parle des différentes étapes d'une synthèse, d'une espèce chimique, de la synthèse d'une espèce chimique. Alors, les étapes de la formation d'un produit pur. Alors, il y a 4 étapes. Donc d'abord, la synthèse du produit, c'est-à-dire la transformation chimique, c'est ce qui se passe ici. Donc, voilà. Donc quand la réaction se fait, le produit désiré se fait, mais en général, il y a un autre produit. Il peut y avoir 2 autres produits, 2 autres sous-produits. Donc du coup, à la fin de la réaction, on a un mélange ici. On a les produits obtenus
plus le réactif en excès. Donc on a un mélange. Donc du coup, la deuxième étape consiste à extraire le produit désiré du milieu réactionnel. Donc deuxième étape, extraction du produit CT du milieu réactionnel. Une fois qu'on l'a extrait, eh bien, on a quelques impuretés, les impuretés, les autres produits, il va en rester un petit peu, le réactif en excès, il va en rester un petit peu dans notre produit que l'on souhaite. Donc il faut purifier le produit souhaité. Purification du produit, et une fois qu'on a purifié, il faut bien vérifier que on a le bon produit. Il faut faire des vérifications avec les températures de changement d'état ou les indices de réfraction. Voilà, il y a plusieurs techniques. Ça, on fera un TP là-dessus. Voilà, vérification de la pureté du produit. Bon, alors, le rendement. Donc, on définit le rendement. Alors, le rendement, c'est comme ceci. Alors, il y a une autre lettre aussi possible. Cette lettre-là. Je vous montre pour le rendement. Attendez, ici, on peut mettre cette lettre-là aussi. Je crois que c'est état. Voilà. Alors j'ai mis ça, mais bon, je sais pas. Peut-être que c'est ça. Je sais plus trop. Voilà. Donc le rendement. Donc je reviens ici. Alors, donc c'est le rapport de la quantité de produits souhaités, notre objectif, le produit que l'on que l'on synthétise, expérimental, on a une certaine quantité expérimentale, voilà, divisé par la quantité maximale fois 100. Alors, la quantité expérimentale, bon, je l'ai écrit ici, quantité obtenue après toutes les étapes de séparation et purification. Donc, à chaque étape, on en perd un peu, si vous voulez. Dans l'étape de séparation, on en perd un petit peu, et dans l'étape de purification aussi. Donc, du coup, la quantité expérimentale n'est pas souvent égale à la quantité maximale, parce que il y a des pertes au cours des étapes. Alors, en plus de ça, si on a une réaction limitée, eh bien, on a déjà une perte initiale, si vous voulez, comme une réaction limitée. Eh bien, il y a des réactifs qui ne vont pas réagir et former le produit souhaité. Voilà. Alors, au dénominateur, c'est la quantité maximale théorique. Donc là, on suppose que la réaction est totale et qu'il n'y a aucune perte dans les différentes étapes de séparation et de purification. Voilà. Donc quantité calculée en supposant la réaction totale, et puis on peut rajouter, et sans perte dans les étapes de séparation et purification. Voilà, c'est la quantité maximale, c'est la quantité que l'on calcule avec le tableau d'avancement, si vous voulez. Voilà. Alors, on peut mettre cette formule-là aussi, au lieu de faire le produit des quantités, on fait le produit des masses, puisque la masse est proportionnelle à la quantité. La masse de produit, c'est égal à la quantité fois la masse molaire. Donc, il y a proportionnalité entre N et M. Donc, du coup, on peut avoir cette formule-là aussi. Donc, on prend soit l'une, soit l'autre, selon l'énoncé. D'accord ? Soit la quantité, soit la masse. Alors, il y a deux méthodes pour augmenter Alors, je vais parler des réactions limitées maintenant. Donc, deux méthodes pour augmenter le rendement d'une réaction limitée. Alors voilà, donc on considère la réaction limitée suivante. A plus B donne A plus B donne C plus D. La réaction se fait. Il y a un équilibre chimique. Donc on a une certaine concentration en A, une certaine concentration en B, une certaine concentration en C. Et en D à la fin de la réaction. Ce sont des... voilà, à l'équilibre. Et donc du coup, la constante d'équilibre, c'est écrit comme ça, produit sur réactif, et voilà, ça c'est des concentrations à l'équilibre. Bon, alors maintenant, on va faire un exercice de pensée. J'imagine que, voilà, j'ai l'équilibre chimique, et que je rajoute le soluté A, je rajoute un peu de A dans la solution, je rajoute du soluté. Donc du coup, je vais augmenter la concentration en A, dans le milieu réactionnel, de l'espèce A. Donc cette concentration, ça va plus être AEC, mais A1, qui va être supérieur. Donc ça, je le mets. Quand l'équilibre chimique est atteint, on rajoute du réactif A dans le milieu réactionnel, on note sa concentration A1, et A1, puisque j'ai rajouté du soluté, A1 est supérieur à AEC. Voilà. Donc du coup, le quotient de réaction à partir de ce moment-là va s'écrire
la même chose qu'ici, hein. Les autres concentrations n'ont pas modifié, hein. Hein, j'ai pas changé le volume, hein. J'ai mis le soluté solide, hein. Voilà, je l'ai mis, c'est dissous. Donc les autres concentrations n'ont pas changé, celle-là, mais ici j'ai A1, je vais mettre A1 ici, hein. Donc Q égale, voilà, et ici j'ai A1. Donc comme A1 est plus grand que AEC, bah forcément Q est inférieur à KEC. Voilà. Et on sait que si Q est inférieur à KEC, eh bien la réaction se déplace dans le sens direct. D'accord. Voilà, hein, donc petit rappel, donc ça c'est tout à fait logique. Hein. Pourquoi ça se déplace dans le sens direct? Alors on a dit qu'à la fin d'une réaction limitée, les concentrations des produits et des réactifs est telle que on obtient ce quotient-là. De toute façon, le quotient sera égal à KEC, hein, sera égal à KEC. Donc du coup, Q va évoluer. Alors, si le dénominateur est grand ici, donc du coup le dénominateur va diminuer, mais si le dénominateur diminue, le numérateur augmente. Et donc, et ça a pour effet de faire augmenter Q. Hein. Donc du coup, si le numérateur augmente, ça veut dire qu'on a plus de C et de D, et si on a plus de C et de D et moins de A et de B, ben ça veut dire qu'il se forment des produits. Voilà, donc ça j'ai fait un petit rappel là-dessus, mais c'est pas la peine de mettre sur la copie. Hein. On avait dit Q inférieur à KEC, la réaction se poursuit dans le sens 1. J'ai fait simplement un rappel là. Donc voilà, ça c'est une méthode. Donc du coup, la conclusion de tout ça, l'idée c'est de mettre un réactif en excès. Hein. Alors si on met un réactif en excès, eh bien ça augmente le rendement. Alors le fait de mettre un réactif en excès, ça augmente la vitesse de réaction, mais ça augmente le rendement, dans le cas d'une réaction limitée. Voilà, conclusion. Le rendement d'une transformation limitée augmente en introduisant un des réactifs en excès. Deuxième méthode. Ça vous le fera en TP. Voilà, donc on considère la même réaction. On a l'état d'équilibre, mais ce qu'on fait maintenant, on va éliminer un des deux produits. Hein, on va éliminer C. On verra comment expérimentalement on élimine C. Mais on imagine qu'on l'élimine, notre milieu réactionnel, il est, voilà, le milieu réactionnel est à l'équilibre, et puis le produit C, on l'enlève. Donc du coup, la concentration en C, dans le milieu réactionnel, est nulle. Donc du coup, le quotient de réaction, une fois que j'ai fait cette opération, eh bien, vaut 0, hein, puisque j'ai 0 fois tout ça. Alors, donc on l'écrit, hein, quand l'équilibre chimique est atteint, on retire le produit C du milieu réactionnel, le quotient de réaction, oui, alors je s'écrit, le quotient de réaction vaut 0, hein, faut rayer s'écrit, vaut 0, car la concentration est nulle. Donc on met Q égale 0. Et donc du coup, à nouveau, on a Q qui est inférieur à KEC. Et donc du coup, le même résultat, la réaction se déplace dans le sens 1. Hein, la réaction se déplace dans le sens de formation d'un produit. Voilà la deuxième méthode. Donc le rendement d'une transformation limitée augmente en éliminant un des produits du milieu réactionnel. Voilà, donc ça il faut le savoir. Hein. Alors maintenant concrètement, comment on fait ça? Comment on enlève le produit du milieu réactionnel? Eh bien il faut faire une distillation. Alors je vais vous montrer avec un exemple. Donc ça c'est la réaction de formation d'un ester. Hein. On a un alcool plus un acide carboxylique donne de l'ester, un ester et de l'eau. On donne les températures de changement d'état, les températures d'ébullition de chacune des espèces chimiques. Et on fait ce montage-là. Alors, vous voyez, ce montage-là, il ressemble au premier qu'il faut connaître. Quoi. Bon, il faut savoir les différencier. Mais il est différent. Dans le montage de chauffage à reflux, ici, les vapeurs montent. Et c'est ouvert ici, en fait. Hein. Le tuyau est ouvert. Alors, elles ne sortent pas puisqu'elles sont condensées et elles retombent dans le milieu réactionnel. Mais vous voyez ici, le tuyau est fermé. Hein, on a un bouchon avec un thermomètre. Et ici, on a un petit tuyau sur le côté. Donc, les vapeurs se déplacent dans cette partie-là. Donc, ça, c'est un montage de distillation. Alors, on explique un petit peu le principe. Donc, on met ces deux produits. On chauffe, la réaction se fait, et donc du coup, ça se met à bouillir,
Donc, on a les 4 espèces, là, chimiques, hein, ici, c'est le milieu réactionnel, ça se met à bouillir, et donc les vapeurs s'élèvent, donc elles s'élèvent, elles s'élèvent, elles s'élèvent, et en tête des vapeurs, on a l'espèce chimique correspondant à l'espèce la plus volatile, hein, la plus volatile, donc c'est-à-dire celle qui a sa température d'ébullition la plus basse, c'est-à-dire l'ester, là, vous voyez, 54 degrés, hein, voilà. Donc l'ester est en tête des vapeurs, voilà, et on règle le chauffage, il ne faut pas trop chauffer, on règle le chauffage de telle sorte que la température soit celle de la en haute colonne, la température d'ébullition de l'ester. Voilà. Hein, il ne faut pas qu'en haute colonne ça monte jusqu'à 78, parce que sinon on récupère l'alcool et l'ester. Donc on règle la température, hein, en approchant plus ou moins l'élévateur, hein, ou en tournant plus ou moins la résistance de chauffage. Hein. Voilà, donc 54 degrés. Donc du coup, l'espèce la plus volatile, hein, passe en haute colonne et passe ici. Alors, donc ici, les vapeurs chaudes passent dans ce tuyau. Et ici, vous voyez, on a un condenseur, ou on dit aussi un réfrigérant oblique, hein, il n'est pas vertical, il est oblique. Donc de l'eau froide circule ici, hein, monte ici, et ressort ici. Donc quand les vapeurs d'ester chaudes arrivent ici, sur les parois froides, elles se condensent, ça fait des petites gouttes, et on obtient de l'ester pur ici. Hein. Donc ce qui est bien, c'est qu'on obtient de l'ester pur. Hein. On extrait directement le produit formé, et en plus de ça, il est pur. Donc c'est vraiment parfait comme technique. Donc du coup, voilà, on enlève le produit. Et donc du coup, dans le milieu réactionnel, l'équilibre se déplace toujours dans le sens de formation d'un produit. Et on peut comme ça atteindre un rendement de 100%, puisqu'on a une réaction limitée. Donc à partir du moment où on a une réaction limitée, on ne peut pas avoir un rendement de 100%, c'est impossible. Voilà, parce que la quantité formée sera toujours inférieure à la quantité formée dans le cas d'une réaction totale. Donc voilà, donc là ça permet d'avoir un rendement de 100%. Alors montage pour distillation à connaître. Donc je lis. Alors on distille l'ester, hein, l'ester ici, au fur et à mesure de sa formation. Seul l'ester est éliminé. Donc Q est constamment inférieur à KX. Le rendement devient alors proche de 100%. Eh bien vous mettez en pause et vous faites l'exercice de cours ici, hein, du chapitre 21. Hein, voilà. Donc ça, je mets ça. Alors, donc, optimisation, bon, alors donc je lis. On réalise un ester, hein, donc j'ai pas mis le nom des molécules pour simplifier les notations. Hein. Donc acide carboxylique, hein, on pourra dire acide, hein, on ne va pas dire à chaque fois acide carboxylique. Hein. Acide plus alcool donne ester plus eau, et le signe égal, ça veut dire que c'est une réaction limitée. Hein. Donc on vous donne des données, hein, les densités des liquides purs, les masses molaires et les températures d'ébullition. On fait réagir 50 ml d'acide et 50 ml d'alcool. Quand la réaction est terminée, après les étapes de purification, on obtient 41,2 ml d'ester. Alors que peut-on faire pour accélérer la réaction? Alors, bon, cours. Pour accélérer la réaction, on l'a dit, bon, donc ce sont les facteurs cinétiques. Donc augmenter la température. Augmenter la température. Voilà. Alors, là, il y a un petit piège pour le deuxième facteur cinétique, c'est augmenter la concentration des réactifs. Mais là, il y a un piège parce qu'en fait, on n'a pas de solvant ici. Hein. On met 50 ml d'acide et 50 ml d'alcool. Donc, si on met plus d'acide, hein, si on met 60 ml, d'accord, eh bien, donc je reprends. Hein. On met 50 ml d'acide et 50 ml d'alcool, donc on va avoir une certaine concentration en acide et en alcool, hein, à calculer. Mais si j'augmente le volume d'acide, hein, si j'augmente le volume d'acide, eh bien je vais augmenter la concentration d'acide.
Voilà. Mais comme j'augmente le volume total, je vais diminuer la concentration en alcool. Donc là, la concentration, vous voyez, quand il n'y a pas de solvant, c'est un peu délicat. Voilà. Donc on ne met que ce paramètre-là. Alors, catalyseur, si on avait catalyseur, on pourrait, voilà, éventuellement un catalyseur. Donc, utiliser un catalyseur. Voilà. Donc, petit 2. Déterminer le rendement de la réaction. Bon, alors, ce qu'on va faire, déjà, on va calculer les quantités introduites. Hein. Donc, quantité introduite. Alors, la quantité d'acide. La quantité d'acide. Alors, donc la formule, c'est ρ fois V sur M, hein, mais je la redémontre. C'est la masse d'acide pure divisée par la masse molaire. Et la masse d'acide, c'est la masse volumique d'acide, ρ acide, fois le volume d'acide pur divisé par la masse molaire. Alors on peut écrire, ça on n'est pas obligé de l'écrire, hein. On peut écrire directement de là à là. Je fais l'application numérique. Alors attention aux unités. Alors la masse volumique, vous ne l'avez pas, mais vous avez la densité. Et je vous ai dit, la densité, la valeur de 1,22 là, ça correspond à la masse volumique avec comme unité des grammes par millilitre. Hein. Donc ça c'est ce que je vais utiliser. Donc ici j'ai la masse volumique de l'acide, c'est 1,22 grammes par millilitre. Alors attention aux unités, donc si j'ai des millilitres ici il faut que ça soit des millilitres. Donc du coup ça fait 1,22 fois 50 millilitres, alors 50,0 divisé par la masse molaire de l'acide qui est de 42. Alors 42,0. Donc j'ai fait ce calcul, ça fait donc 1,45. 1,45 mol. Alors la quantité d'alcool, alors bien c'est masse volumique de l'alcool fois le volume d'alcool divisé par la masse molaire d'alcool. On fait l'application. Alors alcool 0,803 pour la masse volumique, 50 millilitres, même volume hein, pour le volume, et la masse molaire 60,1. Alors j'ai fait le calcul, 0,668 mol. Hein. Donc l'acide est en excès. Alors ensuite, eh bien, on va écrire le rendement. Le rendement, eh bien, c'est la quantité d'ester expérimentale divisée par la quantité d'ester maximale. On peut dire aussi théorique, d'accord? Maximale théorique, fois 100. Alors, du coup, je vais chercher d'abord la quantité d'ester maximale. Alors pour ça, je fais un petit tableau d'avancement. Hein, je crois que c'est ce qu'il y a de plus simple. Oui. Donc, acide plus alcool donne ester plus eau. État initial en mol. Alors, acide, on a dit acide 1,45. Alcool 0,668. 0, 0. Attention, 0, puisque l'eau, là, c'est pas un solvant. Hein. Donc, en cours de transformation, en mol. État final en mol. Donc, là, ça réagit mol à mol. Hein. Donc, ici, alors, je considère, même si c'est faux, je considère la réaction comme totale, hein, ici, là. Donc réactif en défaut entièrement consommé, 0. Ici j'ai 1,45 moins 0,0 moins 0,668, mais ça ne m'intéresse pas. Donc du coup ça veut dire que X max
X max, c'est ça. Donc ici, 0,668, c'est ça qui m'intéresse. Voilà, et 0,668. Donc du coup, la quantité d'Exter maximale théorique, c'est ça. D'accord. Alors je l'écris. N ester max égale, on a dit 0,668. Voilà. Alors maintenant, je cherche l'ester expérimental. Alors il se forme un volume de 41,2 millilitres. Donc je cherche N ester exp. Eh bien c'est ρ ester fois V ester sur M ester. Alors, ρ ester 0,91 fois le volume d'ester qui s'est formé 41,2 sur masse molaire de l'ester 88,1. Le calcul, donc ça je l'ai fait, 0,426 mol. Donc du coup le rendement, eh bien, donc N ester max, N ester exp sur N ester max. Alors on n'est pas obligé de multiplier par 100, hein, on peut multiplier par 100 après, hein, dans la formule là. Exp, donc c'est ça, 0,426 divisé par 0,668. Donc ce rapport, ça fait 0,637. 0,637. Donc ce qui fait 63,7%. Voilà. Alors ensuite, que peut-on faire pour augmenter le rendement? Eh bien, 3. Eh bien, on regarde les données, on constate que l'ester a la température d'ébullition la plus basse, donc il manque l'eau qui est à 100 degrés, hein, la température d'ébullition. Donc ce qu'il faut faire, ça correspond au cours, c'est faire une distillation du milieu réactionnel, hein, et éliminer l'ester qui est l'espèce la plus volatile avec la température d'ébullition la plus basse. Donc réaliser une distillation du mélange réactionnel, alors 2 points. L'ester, donc espèce la plus volatile, on peut mettre Teb, température d'ébullition égale 81 degrés. L'ester formera le distillat, hein, donc le liquide qui va couler, hein, du réfrigérant oblique. Voilà. Donc, et alors le point. Alors on dit aussi donc alors l'ester formera ce distillat, et donc l'équilibre chimique se déplacera dans le sens direct, donc entre parenthèses, de la formation de l'ester, le rendement pourra atteindre ainsi 100%. Voilà. Bon, alors c'est bon, c'est fait. Alors on reprend le cours. Tac et tac. Alors je reprends le cours.
Les polymères. Alors voilà, c'est un petit paragraphe, un petit ajout, et puis c'est le dernier paragraphe. Donc on vous demande bon, de savoir en gros ce qu'est un polymère, de quoi c'est constitué. Alors, polymère, alors je lis, hein, c'est plus simple. Un polymère, c'est une macromolécule, c'est-à-dire une très très grande molécule, qui peut être constituée de 10 000 atomes, 20 000 atomes, voilà, très très grande molécule. Alors, en fait, bon, je lis, hein, chaque macromolécule est constituée d'un motif qui se répète, hein, et ça peut se répéter, je vous dis, 10 000 fois. Donc voilà, on va voir trois exemples. Le polystyrène. Alors voilà, la molécule polystyrène, bah, c'est celle-là. D'accord. Donc vous voyez, c'est une molécule avec une structure périodique. Et ce qu'il faut savoir, eh bien, c'est trouver la plus petite partie qui se répète, hein, dans la molécule. On appelle ça le motif. Donc du coup, bah, le motif, qu'est-ce que ça va être? Eh bien, ça va être la période spatiale, hein. Donc je pars d'ici, et puis je m'arrête jusqu'à ce que ça recommence, hein. Jusqu'à ce que voilà. Et ici, ça recommence, vous voyez. Donc ça, c'est un motif. Ça, c'est le motif qui se répète. Voilà. Et on appelle ça le monomère. Ah bon, je l'ai pas mis. Oui, bon, c'est le motif ou le monomère, hein, on appelle ça. Alors le PVC, polychlorure de vinyle. Donc voilà le polymère. Alors le monomère, le motif, donc je pars d'ici et je m'arrête jusqu'à ce que ça recommence ici. Donc voilà le monomère, voilà le motif. Voilà, et un dernier exemple, le latex. Alors, si je pars d'ici, donc CH2CH3 jusqu'à CH2CH3, ça. D'accord, ça ou ça, c'est pareil. Voilà. Voilà. Voilà, donc cette leçon est terminée.